Bonsoir à tous. Jean Giono aurait eu 100 ans demain. Il est en effet né le 30 mars 1895 et le portrait qu'en trace ce soir Claude Santelli tombe à point nommé pour célébrer ce splendide écrivain. Je ne vais pas m'attarder à vous le présenter puisque les titres de ses romans si nombreux sonnent constamment à nos oreilles. Que ce soit Regain, Angèle, La femme du boulanger, Le hussard sur le toit, Un roi sans divertissement et tellement d'autres. Giono est l'un des grands écrivains de ce siècle, c'est aussi l'un des plus prolixes, lui qui écrivait, comme il aimait à le dire, tous les jours et tout le jour, avant d'ajouter « mais je paierai pour écrire ». Incroyable destin en tout cas, pour ce fils d'un cordonnier et d'une repasseuse qui avait quitté l'école en seconde pour entrer dans une banque et qui est devenu l'un des auteurs français les plus connus. C'est ce Giono que nous raconte maintenant Claude Santelli, avec ses rêves, ses amitiés, ses engagements. C'est le 13e numéro de cette collection. « 1952, Lurs, un village de Provence posé au-dessus de la Durance comme un repère d'oiseaux de proie. 3 touristes anglais, dont une petite fille de 10 ans, sont assassinés sur le bord de la rivière. Les soupçons se portent très vite sur la ferme voisine, celle de la famille Dominici. Jean Giono n'est pas loin, à Manosque. Le journal Art lui demande de suivre le procès Dominici aux assises de Digne. Giono a reconnu ces paysans, ce sont ceux de ses livres. Cette Provence d'ombre et de sang, c'est la sienne, le haut pays. Cette famille terrible dont les membres s'accusent mutuellement est proche des Atrides. La Provence que j'habite, qui est celle-ci, que vous connaissez, est un pays tout à fait différent du pays qu'on imagine et vers lequel viennent assez souvent les Parisiens. Ça n'est pas un pays plein de soleil, c'est un pays noir. Il y a là des villages qui sont éloignés de presque toute civilisation, dans lesquels les passions sont encore au même niveau que du temps des Achéens. Assieds-toi là, va, mon garçon. Voilà ton déjeuner. Mange. Oh. Qu'est-ce que tu as? Moi? Rien. Dis donc. Oui. Dans quoi tu déjeunes, toi, le matin? Dans quoi je déjeune? Oui, dis un peu, qu'est-ce que tu prends? Du café au lait dans une tasse? Non, mais tu me vois en train de manger du café au lait, hein? Non. Non, moi, c'est une habitude de jeunesse. Je bois un grand verre de vin et je prends une bonne chic. C'est très bon pour l'estomac. Et le patron, dans quoi il déjeune? Ah, lui, il prend quelque chose de fort, comme qui dirait un oignon sauvage, une anchois ou un peu de fromage de cachat. La maman Philomène, elle, c'est dans un grand bol en faïence. Et qu'est-ce qu'il mange dans la petite tasse bleue, Saturnin? C'est toi, Médée. Travaillons, allez. Eh bien, moi, je vais te le dire, qui c'est. Non, Médée, ne le dis pas, ne le dis pas. C'est Angèle, c'est la fille, elle est ici. Marcel Pagnol, Jean Giono, ils sont nés à quelques semaines d'intervalle en cette même année 1895, à quelques dizaines de kilomètres, mais quelle distance d'imagination il y a entre Aubagne et Manosque. Le personnage du provençal hâbleur, joueur de boules, buveur de pastis, il existe, mais il existe en minorité. Et ce n'est pas sur celui-là qu'il faut porter l'accent. C'est sur un autre, sur un provençal beaucoup plus latin,
beaucoup plus humain, beaucoup plus secret. Un personnage que je déteste et qui n'existe pas, c'est Tartarin de Tarascon. Ça n'existe pas, Tartarin de Tarascon. Tartarin de Tarascon, c'est un livre sur la Provence écrit par un Parisien. Il y a la Provence de Jean Écart, de Pagnol, de Daudet, de Mistral. Et puis il y a l'autre Provence, qui est celle qui a été décrite par les grands écrivains, c'est-à-dire aussi bien par Stendhal que par Shakespeare, que par Cervantes, que par Dostoïevski. Tu veux pas me dire que tu m'as fait descendre sur cette place, m'asseoir à cette table, sur cette chaise, pour me raconter que tu peux pas me rembourser cette terre qui est à moi? La terre, elle est à toi peut-être, mais pas les arbres. Oh, arrête, dis, hein? Arrête avec tes arbres! Ils ont 50 ans, tes arbres! Il y a 10 ans qu'on aurait dû les arracher, tes arbres! Calme, du calme. Et alors? Ils sont vieux. C'est pour ça qu'il faut les massacrer? Bien sûr, ils donnent pas beaucoup, mais quand même, ils donnent. Ils méritent du respect et de l'amitié. Alors, il faut me tuer moi aussi, parce que je suis vieux, hein? Manosque. Quand on regarde la ville du haut des collines, écrit Giono, elle apparaît comme un grill de Saint-Laurent dans l'herbe. C'est en 1935 que Pierre Magnan, jeune apprenti typographe manosquin, ose aller frapper à la porte de Giono. J'étais un des rares manosquins qui s'intéressait à Giono en tant qu'écrivain et non pas en tant que personnage passant dans la rue. Les manosquins ne pouvaient pas imaginer que, d'abord, ils ne savaient pas, les manosquins, ce que c'était qu'écrire. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un écrivain. Et par conséquent, un homme qui vivait de sa plume, ça leur apparaissait faramineux et un peu suspect. Jean Giono naît à Manosque, dans la petite rue Torte, le 30 mars 1895. Le grand-père, qui fut Carbonaro, s'est fixé dans cette ville quelques années avant. Le père, cordonnier, qui a pleuré à la mort de Victor Hugo, travaille tout en haut de la maison familiale, au 14 de la rue Grande, qui n'a pas 5 mètres de large. La mère, blanchisseuse, règne au rez-de-chaussée sur un atelier empli de belles jeunes filles. Vous parlez toujours du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? C'est absolument impossible à définir. C'est un état. C'est un état dans lequel je suis, qui me rend heureux, c'est tout. C'est bête, mais c'est tout. Ses yeux n'ont pas jamais cessé de m'impressionner. Ils étaient sans fond. Et je les ai toujours, d'ailleurs, devant les miens. Hein. Vous savez, quand il dit dans Présentation de Pan, « Et puis, j'avais hérité de mon père un regard qui attirait les chiens perdus. » Et ça, c'était vrai. Il ne regardait jamais personne. Très souvent, il allait se promener en ville, il allait pratiquement tous les jours poster son courrier, mais son regard était ailleurs. Et je me souviens, quand il franchissait le seuil de la porte avec son courrier pour aller le poster, il y avait toujours la recommandation de maman. Jean, surtout, fait exactement comme pour un enfant. Jean, surtout, fais très attention. Regarde bien qui tu rencontres et tu dis bonjour. Et papa disait, mais oui, Élise, Zizi, ne t'inquiète pas. Et puis il partait, il voyait personne. Sur le Mont d'Or, une des collines qui enserre Manosque, par la montée dite désormais des vraies richesses, on atteint la maison de Jean Giono, au bout d'un sentier herbu et discret. C'est là que, dans l'harmonie paisible de sa vie familiale, quasi retranché de la réalité, l'écrivain peut, à loisir de sa plume légère, déchaîner les clartés et les orages de son monde imaginaire.
toujours au travail le matin devant ma page sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé. Rien n'est prêt. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. C'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de d'écrire. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est le style, le remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, voir naître au milieu par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Lorsque je suis parti assez loin dans le roman, que j'ai fait les 50 premières pages, que je suis pour ainsi, comme on pourrait dire, en pleine mer, à ce moment-là, le personnage existe au même titre que les personnages vivants qui habitent ma maison. Et il s'amuse autour de mon bureau avec les meubles, avec les choses. Il traverse la bibliothèque, il sort, il rentre, ils font tout un tas de trucs. Ouais. Tu vas leur faire à tous, hein? Ouais, comme tu vois. À tous. Si je veux du blé, un grand tarpane comme ça, 8 semaines, j'ai rien de trop pour le préparer, hein? Ma maison est une maison harmonieuse. Ceux qui vivent avec moi, ma femme, mes filles, vivent d'une façon harmonieuse avec moi sans que rien ne puisse me gêner. Et ils ont tous laissé avec un tact exquis et une intelligence très fine la place des personnages autour de moi. Il était vraiment présent avec vous. Et à ce moment-là, ses yeux ne mentaient pas et il était dans la conversation plein de chaleur humaine, tout à fait en phase avec ce que vous étiez en train de dire, ce qu'il était en train de vous dire. Et puis tout d'un coup, il avait la main, il disait « Attends, tu permets ». Il disait pas « tu permets », c'est moi qui l'ajoute. Il approchait de lui un carnet qui était toujours sur son bureau. Il écrivait 4 ou 5 lignes et il reposait le carnet, il nous disait, voilà, maintenant on peut continuer. Et en fait, ça voulait dire que pendant tout le temps où, avec cette chaleur humaine, avec cette verve qu'il utilisait dans la conversation, il n'avait jamais cessé une seconde de songer à l'œuvre. Pendant longtemps, je lui ai tapé ses manuscrits. Enfin, il en avait trop, c'était pas possible. Et alors, tous les soirs, quand j'avais fini, je les lui montais et ensemble, nous corrigions. Des fois, il me disait « Non, ça va, il faut que ce soit comme ça, tu vois, t'expliques. » D'autres fois, il me disait « J'ai mis 3 fois le même mot dans la même page. » Alors, on corrigeait. Mais c'était le moment douloureux, c'était les corrections. J'ai trouvé que c'était du temps perdu, ça. Alors tout se passait dans la salle à manger, papa lui descendait son manuscrit, et une fois le couvert débarrassé, bien essuyé bien entendu pour qu'on ne fasse absolument pas de taches sur les manuscrits de papa, elle installait sa Remington, et pendant que nous étions en classe, toute l'après-midi, elle tapait. On s'est beaucoup amusé, je dois dire, avec lui. On ne vivait pas avec lui les angoisses de la création et de l'écriture. On ne vivait aucune angoisse avec papa. Il essayait justement d'amortir tout ce qui peut être angoissant dans la vie. Il le gardait pour lui. Il ne nous faisait partager que les bonnes choses. Et ça, je trouve ça merveilleux. Mais même l'angoisse de la mort, puisque nous vivions avec mes grands-mères. Je n'ai pas connu mes grands-pères, mais nous vivions ici avec mes grands-mères qui sont arrivées à une vieillesse avancée et petit à petit aux portes de la mort. Et puis elles sont mortes naturellement à la maison. Et mon père a fait en sorte que ça se passe de façon naturelle. Ma grand-mère, par exemple, montait dans son bureau Elle était aveugle. tous les 8 jours ou 15 jours se faire couper les ongles.
par papa. Et il interrompait son travail, à ce moment-là, il s'occupait de sa mère, il lui parlait, il lui coupait ses ongles, et puis après, il la faisait redescendre. La mort, je la trouve tout à fait naturelle et normale, comme la naissance. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est la souffrance physique, pas morale. Morale, je la comprends, et généralement, les souffrances morales les plus terribles, on arrive à les dominer. En tout cas, le temps qui passe les diminue, les râpe et les diminue de façon normale. Mais la souffrance physique est une souffrance alors très insupportable. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est vraiment un scandale et une chose abominable, la souffrance. Et on ne sait pas à quoi ça sert au début. Ça sert en effet je crois, de sonnette d'alarme. On est prévenu par la souffrance que quelque chose fonctionne mal. Ça me paraît normal. Mais après, pourquoi dure-t-elle après qu'elle vous ait prévenu? C'est ça qui est grave. La mort et le reste n'a pas beaucoup d'importance. La souffrance la physique, mort, c'est normal. Oui, la mort, c'est tout à fait normal. Même si elle n'existait pas, ce serait terrible. Imaginez que nous soyons obligés, vous et moi, de faire ce que nous faisons là dans l'éternité. L'éternité, vous vous rendez compte, c'est terrible. Épouvantable. Nous n'oserions plus prononcer un mot, c'est plus la peine, bien sûr. Tandis que, étant donné que nous avons la mort qui peut nous voler ce mot aux lèvres, nous le prononçons, c'est tout à fait normal. C'était pendant la rédaction du Hussard sur le toit. Ma mère, un jour, lui a dit « Mais écoute, Jean, je ne comprends pas. Quand je t'ai épousé, tu étais un homme très gentil, tu étais très doux, tu étais affectueux. Et puis maintenant, quand tu écris des histoires, tu n'arrêtes pas de tuer des gens. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il est rentré dans une rage terrible en disant « Mais enfin, c'est inadmissible, j'écris ce que je veux, je fais ce que je veux, et puis si j'ai envie de tuer des gens, je les tue et j'en tue autant que je veux. » Et là-dessus, il est reparti dans son bureau, et tout en grognant. Et maman est restée dans la salle à manger, et puis le soir arrivant, elle a commencé à mettre la table, elle était dans la cuisine en train de faire le souper, et voilà que papa descend. Il est allé voir maman dans la cuisine, il l'a embrassée, il lui a dit « Tu sais, Zizi, aujourd'hui, pour te faire plaisir, je n'ai tué personne. » La mort, Jean Giono l'a côtoyé de près dans les tranchées, de 1915 à 18. En cas d'accident très grave ou de mort, écrire aux adresses suivantes. Et ne pas écrire chez moi, si ce n'est que plus tard. Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser et brusquement je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. Vingt ans ont passé et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi, je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. Je te reconnais, 2V2, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Ne t'inquiète pas, je te vois. Ton œil qui ne bouge plus se remplit de poussière dans les sables du torrent. Je te reconnais, Jolivet. Je ne te vois pas car ton visage a été d'un seul coup raboté. Et j'avais des copeaux de ta chair sur mes mains. Mais j'entends de ta bouche inhumaine ce gémissement qui se gonfle et puis se tait. Je te reconnais, ma roi. Je te vois comme si tu étais encore vivant, mais ta moustache blonde est maintenant ce champ de blé qu'on appelle le champ de Philippe. Je vous reconnais tous, et je vous revois, et je vous entends. Vous êtes là dans la brume qui s'avance. Vous êtes dans ma terre. Vous avez pris possession du vaste monde. Vous m'entourez, vous me parlez. Vous êtes le monde et vous êtes moi. Je ne peux pas oublier que vous avez été des hommes vivants et que vous êtes morts, qu'on vous a tués au grand moment où vous cherchiez votre bonheur et qu'on vous a tués
pour rien. « 1935, les hommes ne sont pas guéris de la guerre qui pointe à nouveau à l'horizon. Jean Giono va rêver sur la montagne de Lure qu'il a marquée depuis l'enfance. Cette montagne de Lure, dit-il à Jean Carrière, qui est toujours resté pour moi ce pays mystérieux, invraisemblable, la terre des dieux et des aurores. Quoi? Ça vient encore de faire hop, là devant. Loin? Non, non, là, devant nous. Eh ben, tu sais, les fantômes, ça vient que la nuit, ça vient pas le matin. Fantôme du matin, chagrin. Quittons cette direction, tournons un peu à droite, et nous verrons bien. C'est là, sur cette montagne de Lure, que Jean Giono va concevoir le projet magnifique et un peu fou de rassembler des jeunes gens épris comme lui de paix, de pureté, de grand air. Le programme, celui que ces titres contiennent, les vraies richesses, le chant du monde, que ma joie demeure, recherche de la pureté, c'est précisément le moment où le Front populaire va lancer les auberges de la jeunesse. Dans les immenses agglomérations que sont les villes modernes, les populations absorbées dans une existence enfiévrée ne semblent pas à première vue se ressentir des effets de l'air vicié qu'elles respirent. D'innombrables machines soufflent et crachent sans répit, fumée nocive, poussière, vapeur délétère qui deviennent parties intégrantes de l'atmosphère. Et des troubles graves n'ont pas d'autre origine. C'est la rançon du progrès, lourde rançon dont la jeunesse paie la plus grande part. Pour lui rendre la vigueur, il fallait lui permettre de jouir des bienfaits qu'offre la campagne et susciter en sa faveur un vaste mouvement de tourisme. Les auberges de la jeunesse ont été créées dans ce but. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire. Les auberges de jeunesse nous apparaissaient comme le lieu idéal pour rencontrer des filles. Parce que c'était le seul endroit où il y avait une certaine liberté qui régnait. Et de fil en aiguille, nous savions que Giono était un écrivain pacifiste, les auberges de jeunesse étaient un organisme de gauche, vous savez, c'était tout de suite après le Front populaire, et nous avions envie, mon ami surtout, qui avait une grande personnalité, une très forte personnalité, voulait faire un journal. Alors, on est allé trouver Giono. On sonne, c'est Madame Giono qui vient nous ouvrir, et qui était exactement telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'en elle-même l'éternité l'a changée il y a fort longtemps, et très gentille, elle nous dit « Vous voulez voir Jean monter ?» Vous voyez, c'était vraiment... Alors, on monte, on frappe à la porte, naturellement, on était... Il nous dit « Entrez, entrez, alors, qu'est-ce que vous voulez ?» Ben alors, mon copain parle, moi, je la fermais, et il lui dit « Voilà, nous voudrions une préface. » Eh bien, il nous dit-il « Écoutez, je monte au Contadour demain, si vous voulez, venez avec moi, et là-haut, je vous ferai votre préface. » Et il nous a tout de suite dit « Je vous invite tous les deux au Contadour. » Le Contadour, mot devenu magique, c'est là tout près parmi les cabanes de bergers en pierre sèche, au pas de redortier, que j'installais la jeune Edmonde Jeanne Moreau et ses moutons.
Giono, c'était un plaisir de rentrer en contact avec les gens. Ça a toujours été ça, toute sa vie. Et donc, on ne pouvait pas ne pas participer à cet enthousiasme. Ça, c'est certain que le Contadour a été un grand moment d'émotion et de plaisir pour nous, mais pour lui aussi. Moment de bonheur incontestable, de fraternité. Le Contadour avait-il une ambition plus vaste? Plus tard, Giono se défendra d'avoir tenté de jouer si peu que ce soit les prophètes, d'avoir voulu délivrer quelques messages. Je me disais, ce bonheur que tu as eu, ils peuvent l'avoir pendant un certain temps. Pendant qu'ils sont en congé, grâce à ces lois qui leur donnent les congés payés, ils peuvent profiter de cette lumière du matin et de cette lumière du soir qu'ils ne voient jamais. Là, tu peux la leur offrir. Donc vous avez vu arriver Jean Giono? J'ai vu arriver Jean Giono en 36, 37. Oui. Comment c'était? Ils avaient l'air de fous, non? Ah ben on n'avait jamais vu ça, leur tenue nous surprenait un peu. Et puis ils nous ont parlé de la politique qu'on n'y comprenait pas très bien. Oh oui. Il était très... Ils nous racontaient un peu la ville alors que nous ne la connaissions pas. Oui. Parce que les gens de la ville n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui par rapport à notre enfance, par rapport à la paysannerie qu'on était. Oui. On était un peu, si on peut dire, montre du doigt, on était les arriérés. Et lui, Jean Giono, il était pour lui, il était vraiment simpliste. Oui. Il était plutôt simpliste. On comprenait il nous mettait très à l'aise. Très à l'aise, il était très... Oui. Pour la première fois, des ouvriers des usines parisiennes pouvaient partir sur les routes avec un sac et pouvaient regarder un arbre. Septembre 38, Munich. Comme beaucoup